Et la transparence, comme tout le monde le sait, c'est le premier principe de la gouvernance qui a été mis en place depuis de nombreuses années. Et la question des conflits d'intérêts est une question qui relève en réalité de la transparence, de l'application de la transparence. Alors, je vais rapidement vous présenter, avant d'entamer le sujet en tant que tel, les résultats de la Côte d'Ivoire dont le ministre a parlé tout à l'heure. Parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été réalisés dans ce pays. Nous sommes là en deuxième position depuis 2013. Nous avons gagné 9 points. Ce n'est pas suffisant, c'est ce que le ministre a dit tout à l'heure. 9 points, on est passé donc je crois qu'on était à 27 pour arriver à 36. Donc, il faut aller plus loin avec l'objectif qu'il a indiqué tout à l'heure. Donc, voici un peu, en chiffres, les résultats que nous avons acquis depuis 2012. Alors, la question des conflits d'intérêts, pourquoi? Parce que tout simplement, un agent, public ou privé, peut se retrouver dans une situation où 7005 et la ISO 37006 qui vont venir la compléter pour avoir un dispositif complet pour favoriser la bonne gouvernance. Donc, nous prenons donc de l'avance. Alors, la Côte d'Ivoire s'est engagée, comme on le sait, depuis 2012, dans un processus d'amélioration ou de renforcement de la qualité de sa gouvernance. Et donc, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Et parmi ces mesures qui ont été prises, il y a eu beaucoup de textes qu'on a pu prendre. Je vais les passer en revue rapidement avant d'arriver au code. Vous avez tous ces textes qui ont été pris. Et vous avez des articles dans tous ces textes qui parlent du conflit d'intérêts. Donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire est vraiment engagée dans la bataille contre les conflits d'intérêts, puisque vous avez ce qu'on appelle le statut général de la fonction publique, qui prévoit ça, l'ordonnance de 2013 qui prévoit ça, qui a même un décret d'application spécialement affecté à la prévention et au règlement des conflits d'intérêts, et vous avez un arrêté qui a été pris à l'époque donc pour les marchés publics. Donc voici qu'il y a effectivement beaucoup de textes en Côte d'Ivoire qui traitent de la question du conflit d'intérêts. Et puis bien sûr, toutes les conventions auxquelles nous avons adhéré, le protocole, la CEDEAO, tout ça, ça prévoit également les conflits d'intérêts. Alors, quand on est face à tout ça, on s'est dit, mais comment on met en œuvre ces textes? Voilà le défi. Comment on met en œuvre ces textes? Alors, la convention, on a parlé tout à l'heure de mise en œuvre, mais en général, en matière de lutte contre la corruption et tout, l'expression utilisée, c'est le déploiement des outils. Donc, on peut parler de déploiement. Le déploiement de la convention. Alors, c'est le guide que vous voyez là. Ceux qui ont participé à l'élaboration du guide ont été remerciés tout à l'heure, mais je les remercie encore parce que j'ai vu qu'il y a un travail intense qui a été fourni. Ils ont fourni beaucoup d'efforts, donc il était mieux qu'on leur rende hommage d'une certaine façon. Nous avons eu l'inspection générale d'État, l'autorité nationale de régulation des marchés publics, la direction des marchés publics, plusieurs représentants de ministères, la Chambre de commerce et d'industrie, Codinorm, qui est l'organisme national de normalisation, et la Convention de la société civile. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans la prise en compte de l'intérêt des parties prenantes. C'est un élément de gouvernance également. Donc c'est pour ça que nous avons associé toutes les parties prenantes à cette époque-là. Quels sont les objectifs que nous avons visés? L'ensemble des partenaires, bien sûr, c'était de permettre au secteur public, mais aussi au secteur privé, de bien comprendre la problématique du conflit d'intérêts. Parce que tout le monde parle de conflit d'intérêts, mais on ne sait pas souvent ce que c'est. Parce que pour gérer le conflit d'intérêts, on pourra utiliser les incompatibilités, on pourra utiliser la situation des conflits d'intérêts au cas par cas, mais il y a autre chose que notre législation ne prévoit pas actuellement, c'est la déclaration d'intérêt, qui est par rapport à un poste donné. On va rechercher les risques que représente le poste et prendre les mesures appropriées, si on nomme pas la personne. Pour l'instant, notre législation a un point faible sur ce domaine-là. Le deuxième objectif qu'on a visé, c'était faciliter la connaissance du cadre juridique et institutionnel. Parce que vous avez vu la liste des textes. Il y en a beaucoup. Il faut structurer et organiser et mettre à la disposition de tout le monde pour qu'on sache exactement qu'est-ce qu'il faut faire face à ces textes. Et puis bien sûr, et ça c'est un élément extrêmement important, aider à l'identification des situations de conflit d'intérêts. Parce que si on n'identifie pas les situations de conflit d'intérêts, ça devient impossible de les gérer.
C'est pour cette raison d'ailleurs, même si on n'en parle pas directement dans le GID, on établit ce qu'on appelle la cartographie des risques de conflit d'intérêts, fonction par fonction, pour qu'on puisse justement mettre en place une politique de gestion pour suivre ça. Donc, c'est très important, ce point-là également. L'objectif, autre objectif, quatrième, faciliter la mise en place des procédures de déclaration ou de divulgation du conflit d'intérêts. Le décret de 2017 que j'ai cité tantôt est un élément important déjà, puisqu'il nous dit, lorsque vous êtes en situation de conflit d'intérêts, vous devez divulguer, vous devez déclarer votre conflit d'intérêts à votre supérieur hiérarchique. Tu dois traiter ce conflit d'intérêts et prendre la solution qui convient. Soit on vous dit on vous sort du système ou on ne vous sort pas du système. Et au finish, ce qui a été pris comme décision doit être communiqué à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Donc le texte donne un rôle de déontologue à la haute autorité pour la bonne gouvernance. C'est-à-dire que lorsque vous allez être confronté à une situation que vous ne comprenez pas très bien vous-même, conflit d'intérêt ou pas, vous allez interroger la haute autorité pour la bonne gouvernance qui va analyser la situation, vous dit vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas. À titre d'exemple, ce n'est pas parce que c'est votre fille que vous voulez embaucher par exemple, que vous êtes systématiquement en conflit d'intérêt. On a des cas, parce que systématiquement on pense qu'il y a conflit d'intérêt. Non. Ok. Le cinquième objectif, c'est proposer des méthodes de traitement, conservation et diffusion des déclarations. C'est-à-dire, lorsqu'on vous a signalé, comment on va traiter, comment on va conserver la documentation, et puis surtout, comment on va diffuser les déclarations, parce que la transparence toujours. Conservation, c'est important. Ça, on rejoint un peu une exigence de la norme ISO 9001. En fait, on doit avoir ce qu'on appelle des informations documentées. Donc, chaque fois qu'on traite, il faut créer des documents. On va créer un dossier qu'on va conserver. Au cas où, éventuellement, il y a un audit qui est organisé sur les conflits d'intérêts. Ce dossier va être sorti pour voir est-ce que les exigences sont prises en compte ou ne sont pas prises en compte. Puisque, effectivement, un audit peut être réalisé pour ce genre de choses. L'objectif 6, c'est contribuer à faire connaître les lignes directrices à observer pour la mise en place d'une politique générale de prévention et de règlement des conflits d'intérêts. En réalité, le guide va être la base qui va permettre à chaque structure, publique comme privée, d'élaborer sa politique de conflit d'intérêts, qui va comporter un certain nombre de choses. Parce qu'en réalité, pour revenir à l'audit, lorsque les gens vont arriver en audit, on va vous demander votre politique de conflit d'intérêts. Parmi les choses qu'on va vous demander, on va vous demander ça. Donc, c'est un document de référence, mais à partir duquel il faut élaborer sa propre politique de conflit d'intérêts. Parce qu'en matière de gouvernance, il y a des outils indispensables. Si vous ne les avez pas, on considère que vous avez un déficit de gouvernance. C'est comme la question de l'audit interne, qui est prévu par nos textes. Si vous n'avez pas l'audit interne, ce n'est pas la peine de dire à quelqu'un que vous faites de la gouvernance. Donc, ce sont des éléments importants. Donc, fournir des exemples pour faciliter la compréhension et la gestion des cas qui seront rencontrés. Donc là, avec l'autorité nationale de régulation des marchés publics, il y a plusieurs exemples qui ont été trouvés et qu'on a mis dans le guide et tout pour que les gens comprennent mieux. Donc en réalité, il s'agit tout simplement de permettre aux gens de mettre en place leur système de gestion pour détecter, traiter et les conflits d'intérêts. Donc voici un peu les objectifs qui nous ont guidés. Alors évidemment, la transition est peut-être bien trouvée. Je passe au contenu du guide, mais qui sera développé par les panélistes tout à l'heure qui ont participé aux travaux. Je vous donne juste les grandes lignes. Alors, nous avons les principaux éléments qui ont été définition et typologie des conflits d'intérêts. C'est important, il y a plusieurs définitions. Dans nos différents textes d'ailleurs que j'ai cités tout à l'heure, les définitions ne sont pas les mêmes. Alors, pour l'occasion, il faut quand même dire que nous avons depuis quelque temps un projet d'ordonnance qui portant code d'éthique et de déontologie de l'agent public, qui est un document très riche, mais c'est un projet qui jusqu'à présent n'est pas passé. Donc peut-être que dans le cadre de la mouvance actuelle, c'est un texte qui va certainement passer. On l'avait travaillé avec le ministère de la fonction publique, qui prévoit d'ailleurs la mise en place d'une commission nationale. Oui. Ok, d'accord, je m'excuse. La mise en place d'une commission nationale qui va être chargée de ces questions d'éthique de façon générale, puisque tout ça relève de la politique d'éthique en réalité. Donc, on a, après la définition de la typologie, parce que le conflit d'intérêt peut être réel, il peut être apparent, ainsi de suite. Et puis l'obligation de l'agent en matière de conflit d'intérêt. Donc,
reprise des dispositions légales et réglementaires qui sont donc, chaque agent doit connaître ses obligations en matière de conflit d'intérêts, d'où la nécessité de formation. Puisque tout à l'heure, le ministre a parlé du renforcement de la formation, donc on doit former les gens, et donc nous allons procéder à un déploiement avec tous nos partenaires qui ont contribué à l'élaboration du guide, pour aller expliquer tout ça, comment on applique. Identification des conflits d'intérêts, là, des éléments qui sont proposés, méthodologie d'identification. Donc, il y a 3 étapes qu'on a expliquées dans le guide et tout, notamment en donnant des questions-réponses pour que les gens comprennent mieux. Ensuite, il y a la méthodologie d'auto-évaluation. Parce que comment on va évaluer la situation? Pour savoir si on est en situation de conflit d'intérêts ou si on ne l'est pas. Parce que c'est au cas par cas. Parce que si on considère que ça va être toujours en situation de conflit d'intérêts, on met en place l'incompatibilité purement et simplement. Voilà. OK. La procédure de déclaration de conflit d'intérêts, le guide vous donne des éléments. Surtout, on vous propose un formulaire de déclaration. Parce qu'on s'est dit, si on dit à chacun de créer son propre formulaire, ça peut poser. Donc, c'est un modèle de formulaire qui peut être amélioré, qu'on met à disposition. On explique dans le guide pourquoi on a fait ce formulaire, qui doit remplir ce formulaire. C'est tout agent concerné. Donc, que doit-on déclarer? Donc, intérêt personnel, intérêt des proches, intérêt de toute organisation. Vous pouvez être dans une association, hein, et dans ce cas-là, il peut y avoir un conflit d'intérêt. Ça va très loin parce que ce n'est pas général, même dans les conseils d'administration, normalement, on met en place des politiques de conflit d'intérêt. Chaque administrateur va faire d'abord une déclaration d'intérêt en début d'exercice, mais en cours d'exercice, pour chaque réunion, il va signer un document de conflit d'intérêt où il va dire il peut être ou ne pas être en conflit d'intérêt avec un sujet dont on va débattre pendant la réunion du conseil. Si c'est le cas, il signe le papier, il donne au président, mais sur ce point précis, il ne peut pas participer aux délibérations. Donc, c'est vraiment des éléments très, très pratiques, en fait. Conseil donné pour aider à renseigner. Donc, on vous a dit comment on doit renseigner le formulaire dans le guide et tout ça. Et puis, il y a quelques exemples pratiques, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, le traitement, la conservation, la diffusion des déclarations. Il y a l'analyse et le traitement des déclarations. Donc, on dit comment on doit analyser par des questions. Hein. On a dit oui, non. Alors, si c'est oui, ça veut dire que vous avez traité. Si c'est non, bon, ben, il n'y a pas de traitement à faire. Alors, conservation des déclarations après traitement. Il y a l'accès au dossier. Qui aura accès au dossier? Qui aura accès au dossier? Donc, dans le guide, on a indiqué qui peut avoir accès au dossier une fois traité. Il y a la haute autorité, bien sûr, il y a l'autorité de nomination, l'autorité judiciaire éventuellement, etc. Et puis, les procédures d'enregistrement, c'est-à-dire tous ces documents-là, quand on a traité, comment on enregistre? Donc, dans le dossier de l'agent, on va enregistrer, il aura le rapport du traitement, il aura l'avis du supérieur hiérarchique, l'avis du déontologue, l'avis de la HABG, le cas échéant. Donc ici, ça s'appelle le déontologue, mais on peut avoir dans la structure un déontologue, c'est-à-dire quelqu'un qui est là, à qui on peut poser la question, qui répond. S'il ne peut pas, il peut demander à la haute autorité. Mais la haute autorité peut être interrogée directement. En France, c'est l'autorité pour la transparence de la vie publique qui est interrogée comme déontologue lorsque le déontologue interne ne peut pas donner. Donc on vous répond et vous appliquez la réponse qui vous a été donnée. Alors, vous avez les modalités de conservation des documents. On a indiqué un certain nombre de détails. Ça doit être souple, cacheté avec un certain nombre de mentions sur l'enveloppe et tout. Vous verrez dans le guide, mais ça vous sera expliqué dans le détail tout à l'heure. Alors, s'agissant des lignes directrices, on a indiqué qu'il fallait servir l'intérêt général. Tout à l'heure, je crois que monsieur le ministre l'a remplacé, l'a indiqué, puisque parmi les 10 principes du code de déontologie des membres du gouvernement, il y a la problématique du service de l'intérêt général. Puis, rechercher la transparence. Je vous ai dit, les conflits d'intérêts, c'est basé sur la transparence et promouvoir la responsabilité et l'exemplarité. La redevabilité, l'exemplarité, c'est important. Parce que pour toutes ces choses-là, pour que ça marche, c'est l'exemplarité. Et c'est pour ça qu'on parle de leadership éthique. Et d'ailleurs, le code d'éthique et de déontologie des membres du gouvernement est un instrument de leadership éthique. S'il est déployé, mis en œuvre, c'est un instrument de leadership éthique. Donc c'est un élément essentiel. Donc promouvoir le leadership éthique, j'ai anticipé en fait. Donc, lorsqu'on a des cas, il faut trancher les cas, gérer, évaluer, puis réguler. Puis mettre en place des dispositifs pour que cela n'arrive plus. Alors, autre chose, il y a 6 exemples tirés de bonnes pratiques en Côte d'Ivoire, comme je vous ai dit. Non, ce n'est pas 6, en fait, il y a 13 cas en réalité, c'est 13 exemples qui sont donnés, tirés de l'expérience étrangère, de l'expérience ivoirienne, particulièrement l'autorité du marché public.
Et puis, bien sûr, en annexe, vous avez ceux qui ont participé au groupe de travail. Et vous avez, c'est le seul texte qu'on a annexé, c'est le décret 2017-740, là, parce que c'est le texte qui vous indique déjà ce que vous avez l'obligation de faire lorsqu'il y a un conflit d'intérêts. Il ne faut pas oublier que dans l'ordonnance 2013-660, il y a 2 articles, article 52, article 53, qui font qu'on peut réprimer la non-déclaration du conflit d'intérêts lorsqu'il y a un cas de conflit d'intérêts. Et puis on peut réprimer aussi ce qu'on appelle, comment on appelle ça, les intérêts illicites, la prise illégale d'intérêt. Voilà, la prise illégale d'intérêt. Et même, mieux dans le texte, on retrouve le pantouflage. C'est-à-dire que vous avez servi dans une structure pendant 5 ans à l'avance, par exemple, le texte dit, vous ne pouvez pas donc aller travailler là-bas quand vous sortez de telle structure ou vice-versa. Donc tout ça, ce sont des éléments qui vous seront expliqués par les panélistes, je pense, de façon plus approfondie. Je n'ai fait que donner les grandes lignes. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, nous venons ainsi de suivre la présentation du docteur Bakary Traoré sur le guide. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec le guide, c'est que lorsque vous le parcourez, il change carrément votre mentalité. Vous avez vraiment envie d'élever vos standards et je pense que ça s'ovationne. Je pense qu'on doit saluer la haute autorité ainsi que tous les partenaires qui ont joué ce rôle dans la préparation de ce guide, dont vous allez recevoir à présent copie. Donc, tous nos invités ce matin vont recevoir copie de ce guide. Très efficace, notamment il y a des cas pratiques vers la fin qu'on pourrait parcourir. Alors, pendant que la distribution du guide est en cours, je voudrais en profiter pour installer le panel. Je voudrais me rassurer que nos panélistes sont là. Le premier panéliste que je voudrais installer, il est formateur, donc enseignant à l'origine, formateur dans l'enseignement supérieur. Il est également écrivain. Je voudrais qu'on puisse recevoir M. Mahamadou Kouma, qui est coordonnateur national aujourd'hui de la Convention de la société civile.